Bonjour à tous. Merci donc aux auditeurs qui ont choisi de rejoindre notre conférence du conseil départemental donc de la Moselle qui va nous présenter donc son dispositif relais remobilisation vers l'emploi via les associations intermédiaires. Nos invités sont Madame Estelle Karchidi, qui est présidente de l'Union départementale des associations intermédiaires de Moselle, et Monsieur Romuald Saucé, qui est le directeur de l'instruction et de l'habitat donc au département. Voilà, donc vous allez nous présenter ce relais, en fait, cette méthodologie que vous avez développée. Donc, M. Saucé nous présentera en fait les ambitions du département. Et donc, Mme Karchidi nous présentera particulièrement la méthodologie et les modalités de fonctionnement donc, de ce relais. Voilà. Alors, les auditeurs pourront poser des questions par écrit sur la messagerie Zoom s'ils le souhaitent, ou faire des remarques que nous partagerons donc avec nos invités. Voilà, donc cette innovation récompensée par Territorial a été dans le cadre du domaine fraternité. Donc je vais passer la parole à Élie qui va nous en dire plus sur Territorial et sur le choix du jury d'avoir primé donc cette innovation. Éléonore, c'est à toi. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, Françoise, de nous présenter ce webinaire. Merci de tous ces webinaires, hein. Françoise Arpin, qui, je rappelle, est conseillère scientifique de Territoria, fait partie du conseil scientifique de Territoria. Territoria, vous le savez, pour nos auditeurs, je le rappelle, mais la plupart d'entre vous le savent, est une association qui existe depuis près de 40 ans et qui prime les collectivités territoriales qui innovent dans tous les domaines de l'action publique locale. Donc, trois critères pour être retenu au jury du prix Territoria, c'est d'abord l'innovation. Il faut que l'action présentée soit innovante, ensuite qu'elle soit reproductible dans une autre collectivité, et enfin qu'elle soit respectueuse de la bonne utilisation de l'argent public. Et tous les dossiers primés par Territoria, tous les lauréats ont fait l'objet d'une évaluation. En fait, chaque dossier a été évalué et aucun dossier territorial n'est primé s'il n'y a pas eu d'évaluation, donc si l'action n'est pas réalisée. Territoria est actuellement présidé par Sophie Primat, qui est ministre déléguée auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Alors, votre dossier, revenons au département. Votre dossier donc, a été primé au sein du territorial spécial Fraternité, qui a été parrainé par Bleu Blanc Zèbre. Et le jury s'est réuni en octobre 2024, un jury qui s'est réuni au ministère de la Ruralité sous la présidence de Françoise Gatel, alors ministre de la Ruralité. Il y avait une cinquantaine de participants, tous experts de l'innovation locale à ce jury, représentants d'associations d'élus, de fonctionnaires territoriaux, de collectivités innovantes, d'experts partenaires du monde local. Et donc, ce jury a choisi de vous donner ce territoriat spécial fraternité pour relais, pour le dispositif relais. Donc, on a hâte de découvrir plus avant ce dispositif relais. Ce qu'il me semble aujourd'hui, avec le recul sur ce jury, c'est que c'est d'abord la thématique du retour vers l'emploi qui a séduit le jury du prix Territoria, de s'atteler à cette thématique-là, je dirais avec un certain courage. Et aussi parce que le jury du prix Territoria connaît très très bien les collectivités, en particulier les départements, la méthodologie qui a été appliquée. Et donc c'est pour ces deux raisons qu'on a hâte que vous nous exposiez plus précisément cette méthodologie et aussi pourquoi vous avez choisi de fonctionner comme ça en vous appuyant sur l'union des associations. Comment est-ce que... je pense que c'est vraiment, mais vous allez nous l'exposer, on va en reparler, mais je pense que c'est vraiment cette méthodologie où le jury a très très bien compris que c'était vertueux et que ça pouvait être appliqué à d'autres départements. Voilà, merci Éléonore. Donc on va commencer par Monsieur Saucé qui va nous présenter l'objectif stratégique finalement que le département poursuivait. On peut imaginer que c'est le retour à l'emploi dans le département, mais je pense que l'ambition est sûrement beaucoup plus grande que ça, notamment compte tenu
des utilisateurs en fait, de ce dispositif relais qui sont quand même très nombreux sur des champs et des secteurs très différents. Donc, moi, je trouve ça vraiment très innovant et très, très intéressant. Voilà, vous avez la parole. Eh ben, je vous remercie. Merci à toutes et tous. Et puis, merci aussi encore une fois pour cette distinction qu'on a accueillie bien volontiers, justement, sur cette initiative assez unique et qui se pérennise d'année en année. Alors, si vous le permettez, j'ai préparé un petit PowerPoint qui permettra de faire support entre ce que je pourrais développer, ce que Madame Karchidi, qui est à mes côtés, va développer et qui respecte ce que vous avez dans tous les cas exposé en plan. Alors, voilà. Hop. Donc, vous nous interrogiez sur les motivations de ce dispositif-là. Il est né d'un contexte qu'il y avait une mauvaise jonction entre l'offre et la demande de travail et également un déficit de confiance. Nombreux sont les dispositifs où on essaye d'amener les personnes vers l'emploi ou alors d'un autre côté où on essaye d'amener les entreprises vers une démarche, on va dire, d'emploi responsable. Mais rares sont les dispositifs qui conjuguent les deux. Et nous avons eu une commande politique de la part du président du département de concevoir un dispositif qui favoriserait l'emploi, qui permettrait de soutenir les différents employeurs mosellans, donc de rendre aussi le dispositif plus acceptable, voire intéressant, et puis de permettre aux bénéficiaires du RSA de se remobiliser vers l'emploi de façon progressive, de façon à construire des parcours vers l'insertion professionnelle durable. Voilà, ça c'est vraiment ce qui sous-tend le projet. Et pour la petite histoire, c'est la version 2 d'une expérience qu'on a menée en 2018, qui était uniquement destinée aux exploitations agricoles, sur laquelle il y a eu quelques essais qui ont été faits, plutôt décevantes, mais on en a tiré beaucoup de leçons. Et c'est suite à ce constat-là qu'on s'est tourné vers les associations intermédiaires avec des éléments clés qui ont été posés, c'est-à-dire de pouvoir restreindre au minimum l'administratif pour les entreprises, enfin pour les structures utilisatrices d'ailleurs, il n'y a pas que des entreprises, les structures utilisatrices, et de vraiment pouvoir faire en sorte que les bénéficiaires soient bien accompagnés. Donc, le troisième aussi impératif qui a été posé par le président et qui n'a jamais varié, c'est que c'est un dispositif qui ne doit rien coûter aux structures utilisatrices pendant le temps de la mise à disposition. Donc, ce sont bien ces mises à disposition de bénéficiaires du RSA qui sont faites par les associations intermédiaires, mais Mme Karchidi développera un peu plus ce qu'est une association intermédiaire. Retenez globalement que c'est un peu comme de l'intérim. Ces mises à disposition sont financées intégralement par le département. Les contrats de travail sont portés par les associations intermédiaires. J'y reviendrai, les volumes horaires par mise à disposition sont différents selon qu'on s'adresse à une structure privée ou une structure publique ou associative. Et on y a mis un minimum d'intensité de travail, 21 heures par semaine minimum, de façon à ce que le parcours soit le plus pertinent et le plus proche d'une réalité du marché du travail possible, et de façon à ce que ça a réellement un impact sur le parcours d'un bénéficiaire. Voilà. Alors, relais, comment ça fonctionne, et puis je m'arrêterai là dans cette première partie de la réponse. C'est un montage qui, comme vous le disiez, est assez innovant, puisque nous ne sommes pas passés sur un schéma direct département structure utilisatrice, mais nous avons mis en place deux intermédiaires. Le premier, qui est notre seul interlocuteur au niveau du département, c'est l'Union départementale des associations intermédiaires, à qui on verse une subvention globale d'environ 1 300 000 € par an. Et c'est cette union départementale qui va gérer la relation avec les associations intermédiaires sur le terrain. Il y en a 10 en Moselle. Et ces associations intermédiaires vont gérer une relation contractuelle assez habituelle avec une structure utilisatrice, EHPAD, exploitation agricole, collectivité, association, entreprise marchande standard.
Et va gérer également la mise à disposition et l'accompagnement du bénéficiaire du RSA. Et cette association intermédiaire-là, elle va se rémunérer en facturant à l'union départementale le coût de cette mise à disposition qui a été négociée avec le département. Voilà, donc c'est vraiment un système qui peut aller très finement au niveau de la personne, mais qui peut aussi être piloté à l'échelon départemental avec un seul interlocuteur et un double rôle d'ailleurs, puisque Madame Karchidi le développera, préside l'union départementale, mais devrais-je dire, dirige aussi une association intermédiaire. Voilà, j'espère avoir répondu déjà à votre première partie. Oui, tout à fait. Hein, vous avez répondu, on a bien compris l'ambition du département. Donc, effectivement, la méthodologie va être très intéressante parce que, comme c'est aussi un relais, donc on imagine qu'il y a une plateforme, quelque chose en termes techniques, logistiques, qui permet de faire fonctionner donc, ce dispositif. Donc, Madame Karchidi, allez-y, on peut entrer dans la mécanique. Alors, avant de prendre le relais sur cette présentation-là, simplement revenir sur ce qui était un petit peu dit au début, à savoir l'importance de ce dispositif qui est innovant et qui se doit d'être reproductible. Il l'est largement, puisqu'effectivement, tous les conseils départementaux, s'ils le souhaitent, après avoir pris connaissance de notre dispositif, peuvent passer par les associations intermédiaires, parce qu'avant de vous détailler l'ensemble de nos champs d'action, eh bien, sachez que les associations intermédiaires sont des structures d'insertion par l'activité économique et qu'elles ont cette force de couvrir le territoire national. On a, toute association intermédiaire, un territoire qui lui appartient et qui est conventionné par l'État et défini par l'État. De ce fait, tout le territoire national est couvert par des associations intermédiaires. Donc, ce dispositif-là, évidemment, peut être calqué sur bien des territoires qui le souhaitent. Voilà. D'accord. Pas seulement des départements, donc, pour le coup. À toute collectivité. Oui, absolument. Oui. Une intercommunauté, par exemple, qui a un grand domaine de développement économique, ça pourrait être intéressant, en fait. OK. On va reprendre. Alors, je vais reprendre le partage d'écran. Alors, du coup, on en est à la gestion du dispositif relais via cette fameuse convention de partenariat que l'UDEM a la chance effectivement d'avoir pu signer avec le département de la Moselle. Le département de la Moselle cadre et suit la convention. Il verse, comme M. Saucé vous l'a énoncé juste précédemment, la subvention à l'union départementale qui coordonne donc ce dispositif-là avec l'Union départementale des associations intermédiaires de Moselle, qui est l'interlocuteur unique pour le coup. L'UDEM suit les heures réalisées, donc évidemment, on a une convention avec un nombre d'heures à respecter, donc c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. L'UDEM règle les factures des AI, coordine avec le département et les AI, les associations intermédiaires, donc l'entièreté de ce dispositif. Je tiens à souligner que cette coordination-là est absolument fondamentale, que ce soit avec les AI et que ce soit avec le département. Et nous avons la chance, et je peux le dire, Monsieur Saucé est à côté de moi, et je lui dis d'ailleurs assez souvent, hors ce contexte, que nous avons la chance de pouvoir travailler avec le département de la Moselle, parce qu'on a vraiment, en tout cas, en face de nous, de l'écoute et puis de la disponibilité et de la recherche constante d'amélioration du dispositif en fonction des vicissitudes et des événements qu'on peut connaître sur le terrain. Voilà, donc moi, je suis toujours, je remercie toujours chaleureusement les services du département pour cela, parce que sans ça, effectivement, le travail, eh bien, le bilan qualitatif et quantitatif du dispositif ne pourrait pas être si bon. Voilà. Les structures utilisatrices, c'est... Allez-y. Voilà, donc les structures utilisatrices, effectivement, lorsqu'on a pu, le dispositif relais est passé via les associations intermédiaires, eh bien, on avait commencé effectivement ce dispositif-là par les structures, par le monde agricole, voilà, tout à fait, qui est toujours présent. Donc, comme vous le voyez, pour 480 heures par mise à disposition.
On a pu étendre ce dispositif-là auprès des EHPAD, ça a très bien marché. On le verra plus tard et on le commentera effectivement après la crise sanitaire qu'on a connue. Eh bien, ce dispositif-là a pu avoir toute son utilité et sa force auprès des EHPAD avec la montée en compétence des bénéficiaires du RSA et des embauches qui ont été réalisées. Ce dispositif-là s'applique sur les EHPAD à hauteur de 480 à 610 heures. Les collectivités territoriales et établissements publics, 610 heures par mise à disposition. Et puis, on intervient aussi au niveau des associations pour 610 heures par mise à disposition. Voilà. À noter effectivement en complément que depuis 2023, fort du succès du dispositif, on a ouvert ce dispositif-là à l'ensemble du secteur marchand. Donc, c'est vraiment une démarche, comme le disait Madame Karchi, assez itérative. On a amélioré le système et en l'améliorant, on l'a rendu d'autant plus pertinent qu'on l'a ouvert à l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient publics, privés, associatifs ou entrepreneuriaux du département. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute structure employeuse peut avoir recours au dispositif en Moselle. Alors, avec une enveloppe importante, 1 300 000 €, ce qui est néanmoins vite consommé si on ne la pilote pas. Donc, comme disait Madame Karchi, on a vraiment des réunions de coordination très régulières, des outils de suivi conjoints, et puis des grandes orientations qui sont posées par le département, qui ensuite sont mises en œuvre de façon, contredirez si vous voulez, mais de façon assez libre par les associations intermédiaires sur le terrain, avec voilà, des actions qui sont menées en fonction aussi de la réalité économique de chaque territoire, tout en sachant, je vais vous passer la parole, qu'une attention est portée à l'accompagnement par les structures utilisatrices. Il y a vraiment une démarche humaine derrière ça. Absolument. Et ça, on a été largement alerté sur ce point-là. Donc, le département de la Moselle tient absolument à cet accueil et à cet accompagnement qui est réalisé par les structures utilisatrices, parce qu'effectivement, comme le disait Monsieur Saucé, ces mises à disposition-là ne sont pas prises en charge par les structures utilisatrices. Donc, elles viennent réellement soutenir les structures utilisatrices qui, elles, de leur côté, doivent aussi jouer le jeu. Et c'est vraiment là où le dispositif se révèle. C'est que ces structures utilisatrices-là jouent réellement le jeu de la montée en compétences et de l'embauche. Les résultats qu'on évoquera plus loin nous le prouveront. Voilà. Et puis, pour compléter et répondre totalement à votre question, l'armature se compose en 4 grandes catégories. Tout d'abord, les équipes départementales. On est doté d'une quinzaine de chargés d'insertion qui sont répartis sur l'ensemble de la Moselle et qui sont rattachés à la direction. Ont en charge le repérage, l'orientation, la validation des profils, avec un autre dispositif qu'on vous présentera un peu plus tard, et au besoin, un accompagnement vers l'association intermédiaire. Certaines personnes ne savent absolument pas ce que c'est, ont un peu peur, sont réticentes, et ce sont les équipes du département qui maillent le territoire, qui vont aller dans cette aventure-là, un peu, j'ai envie de dire, avec chaque bénéficiaire. On travaille aussi avec bon nombre de structures qui accompagnent les bénéficiaires du RSA, et nous assurons aussi que ces structures qui les accompagnent puissent repérer, orienter des profils et, comme nos chargés d'insertion, accompagner vers l'association intermédiaire. Ça, on procède à de vives incitations. Et du côté des associations intermédiaires… Donc, les associations intermédiaires, en réalité, restent l'employeur. Voilà. Donc, via des CDD d'usage. Donc, ces CDD d'usage mis en place vont permettre la rédaction d'une… avant de mettre en place le contrat, pardon, je vais un petit peu trop vite. Donc, on a la rédaction de la fiche de poste qui est travaillée avec notre structure utilisatrice. Et cet échange qui est toujours là avec les services du département, parce que c'est important de faire le lien entre le bénéficiaire du RSA et ce qu'on lui demande. Ensuite, l'association intermédiaire élabore le contrat, rémunère et effectue la fiche de paye du bénéficiaire du RSA. Et puis, bien sûr, il y a tout ce processus accompagnement qui nous occupe aussi bien auprès de la structure utilisatrice qu'en accompagnement individuel et collectif, parce qu'il y a un cheminement qui est mis en place à travers des entretiens individuels, à travers des formations, à travers des actions collectives, à travers des formations tutorées. Donc, tout est… il y a vraiment une batterie de propositions d'accompagnement qui
qui est effectué par l'association intermédiaire et toujours en échange avec les services du département. Voilà. Et puis, vous participez aussi à la relation avec les structures utilisatrices, hein, puisque, petit point à préciser, mais comme c'est affiché, que le dernier mot revient bien à la structure utilisatrice. C'est elle qui va décider si elle recrute ou non le bénéficiaire en tant que mise à disposition, puis après, in fine, bien évidemment. Et c'est également cette structure utilisatrice qui va pouvoir, si ça se passe mal, et après une phase de médiation, dire bah non, c'est pas la bonne personne, ou alors au contraire, c'est la bonne personne, on aimerait l'embaucher, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous propose voilà, pour l'instant de faire une petite pause. D'accord. Ça me fait penser à une question pour les EHPAD, en fait. Hein. Quel type de personnel sont embauchés ou pas embauchés, mais en tout cas mis à disposition des EHPAD, parce que c'est quand même un domaine sanitaire et social, donc c'est un domaine qui nécessite un minimum de compétences. Donc c'est du personnel type aide-soignante, c'est quel genre de personnes? Personnel administratif, personnel de cuisine, personnel... Oui, alors quand on a posé l'ambition, c'est exactement cette question-là qui s'est posée à nous. Alors on a travaillé de façon très étroite avec la direction des politiques d'autonomie, hein, qui dépend de la direction de la solidarité comme nous, pour justement se dire, bon, il faut regarder les choses en face. Des bénéficiaires du RSA aide-soignant, il n'y en a pas. Ils auraient trouvé un emploi. Sur ce type aussi de mise à disposition, aucun geste médical ne peut être opéré. Et le geste médical, il commence ne serait-ce qu'à donner à manger. En cas d'une fausse route, par exemple, ce genre de choses-là, la responsabilité de la personne peut être engagée, de la structure employeuse aussi. Donc, on a circonscrit, dès lors qu'il y avait une relation avec la personne, à une fiche de poste type. On a travaillé aussi de concert avec bon nombre d'EHPAD pour plutôt des métiers dits de confort, pour améliorer le confort des résidents en EHPAD. D'autres métiers sont effectivement ouverts. Dès lors qu'il s'agit de cuisiniers, d'agents de maintenance, etc., la question ne se pose pas. Et là, tous les postes sont possibles. Mais le plus gros des troupes est vraiment en lien avec les personnes et vont faire en sorte de leur tenir compagnie, de les accompagner dans la sortie à l'extérieur, de faire en sorte aussi, et ça c'est du gagnant et encore plus gagnant, que les résidents en EHPAD qui sont parfois un peu délaissés par manque d'effectifs, par manque de temps, hein, on le voit assez souvent dans l'actualité, puissent retrouver ou trouver dans ces personnes-là une écoute, du confort au sens très large du terme. Voilà. Et puis, via l'accompagnement, effectivement, on a mis en place aussi des formations qui sont financées par notre plan régional, donc le PRIAE, hein, qui a permis de financer certaines formations et on a approfondi sur les milieux en EHPAD avec les bénéficiaires du RSA pour leur faciliter cette intégration-là dans un milieu, comme vous le disiez, assez particulier. Et on a vu naître des vocations où des bénéficiaires du RSA ont largement été embauchés avec des formations qualifiantes qui ont pu suivre à l'issue du dispositif relais également. Moi, sur ce sujet, je peux poser une autre question, Françoise? Oui, bien sûr. Sur ce sujet, est-ce que vous avez un peu expliqué, mais comment se fait le recrutement? En fait, ça émane d'abord du département, c'est ça qui propose, si j'ai bien compris, un bénéficiaire du RSA, et après, il y a des entretiens au sein de l'association Alors, historiquement, les prescriptions, on va dire ça comme ça, les orientations émanent du département. Parce que il fallait aussi amorcer la pompe, entre guillemets, et amener vers le dispositif. Donc, on a beaucoup mobilisé nos équipes qui connaissent les bénéficiaires et nos structures partenaires aussi, où on a bon nombre de structures qui accompagnent nos bénéficiaires. On a fait la promotion de ce dispositif-là en leur disant, amener vers les associations intermédiaires pour que les publics puissent être identifiés et ensuite intégrés au dispositif. Et d'ailleurs, ça a permis
de pousser la porte des associations intermédiaires, mais ça je laisserai Mme Karchigi compléter, mais beaucoup de publics n'avaient jamais passé la porte des associations intermédiaires. Sur le reste, je vous laisse développer. Oui. Je ne sais pas si vous voulez parler de… Oui, on peut. Voilà. En réalité, oui, le recrutement se fait en collaboration avec les pôles d'insertion et Habitat du département de la Moselle. Et c'est vrai que ce dispositif relais a aussi cette vertu d'orienter les bénéficiaires du RSA qui n'auraient jamais peut-être passé le pas de la porte des associations intermédiaires d'une autre façon. Et il va encore plus loin, ce dispositif, parce que non seulement il a de bons résultats, mais il faut être honnête, c'est pas gagnant à tous les coups. Donc, si d'aventure, eh bien, on a un bénéficiaire du RSA, comme on a déjà pu l'observer, eh bien, qui ne se trouve pas à sa place ou qui a des difficultés à tenir sur les dispositifs relais, eh bien, l'association intermédiaire, eh bien, reprend le suivi de ce bénéficiaire-là, travaille ses difficultés et voilà, ce qui l'a mis un petit peu dans des situations difficiles sur cette expérience-là, et repropose d'autres missions de travail. Et c'est de cette façon-là qu'on a pu voir même d'autres embauches par ailleurs. Et c'est pour ça que ce dispositif relais-là, il a toute sa vertu et ses résultats qu'on va l'évoquer plus tard, mais il ne s'arrête pas que à ça. Il permet d'autres choses, il permet vraiment de mobiliser les bénéficiaires du RSA et d'aller encore plus loin. Et surtout, ce à quoi on tient sur ce dispositif-là, c'est de toujours dynamiser les parcours. Il n'y a pas de bénéficiaires du RSA en fin de dispositif qui sont laissés sans solution ou sans accompagnement. On va toujours rechercher une suite de parcours. Voilà. Avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément pu cibler, nous, les associations intermédiaires. Voilà. Et pour être totalement exhaustif sur la réponse, dans l'amélioration continue qu'on porte à nos dispositifs, pour Relais, mais comme pour toutes les autres structures de l'insertion par l'activité économique, on a entendu en 2021-2022 que beaucoup de structures n'arrivaient pas à recruter. Alors on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui est pas logique là-dedans. On a 24 000 bénéficiaires du RSA et on a des structures qui nous disent, je trouve personne. Alors on a beaucoup travaillé avec nos services juridiques, beaucoup travaillé avec notre DPO en termes de RGPD, et on a développé un autre dispositif qui s'appelle Orium. Alors Orium, ça veut dire ouverture des registres pour une insertion optimisée en Moselle. Bon, voilà. Et concrètement, on met à disposition, bien avant l'heure de la loi plein emploi, des listes de bénéficiaires du RSA avec leurs coordonnées complètes et le métier qu'ils recherchent pour que ça soit les structures de l'insertion par l'activité économique qui, en signant un contrat de mise à disposition, enfin c'est très réglementé, hein, même en termes techniques, on a vraiment verrouillé les choses, mais ces structures-là, donc, une fois qu'elles sont signataires et qu'elles respectent les procédures techniques, ont accès à ces profils-là et peuvent d'elles-mêmes contacter les bénéficiaires pour leur proposer des missions. Alors, ça n'enlève rien à la prescription, mais ça, voilà, un petit truc en plus, comme on dirait, de façon à ce que ça puisse être alimenté. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec territoire zéro chômeur, là, vous savez, le Non, dispositif national? Aucun. Parce que, bon, là, c'est plutôt des chômeurs, pas forcément des gens au RSA, d'ailleurs. Hein, mais bon, c'est juste comme c'était quelque chose qui a une vocation aussi à trouver des emplois à des gens qui sont au chômage, pas forcément au RSA. Je voulais savoir s'il y avait un lien ou pas, quoi. Ok. Dans le champ social, hein, qui est quand même la compétence département, ça couvre 3 domaines, hein, la protection de l'enfance et également tout le secteur du handicap. Il y a eu déjà des expériences avec ce type de structure. Je vous dis ça parce que moi, je suis administratrice dans une association. Je m'occupe de la commission de protection de l'enfance avec une autre administratrice. Et il y a vraiment un sujet de recrutement dans le domaine de la protection de l'enfance. Un sujet pour des éducateurs, mais pas que. En fait, hein, il y a aussi d'autres besoins. Ça, vous savez peut-être mieux que moi, mais je sais qu'on travaille avec des associations du secteur social, notamment dans les quartiers QPV, sur tout ce qui est éducation. Sur le handicap aussi, je crois qu'il y a eu… Je sais que c'est des structures du handicap, notamment la PUI. Oui, la PUI. Avec Relais. Hein, et, oui. On a rencontré encore le directeur du développement RH et il tient particulièrement à ce dispositif-là.
Après, ils n'ont pas forcément tourné vers vous, hein, parce que c'est tellement spécifique aussi. Hein, c'est ça, c'est quand même. Mais vous voyez, en termes de développement Oui. aussi, autant au début on a dû faire la promotion, autant maintenant on fait Ah oui. un peu attention aussi aux opportunités qui peuvent se présenter à nous, parce que on est plus aujourd'hui dans une phase de pilotage en regardant ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, on pourra vous présenter les résultats juste après d'ailleurs si vous le souhaitez. Mais on est vraiment aujourd'hui plus dans cette exigence-là de pilotage, de regarder là où les effets sont maximum, de façon aussi à ce que, et c'est pas un vilain mot, que le rendement du denier public il soit aussi maximisé. 1 300 000 €, c'est pas rien, surtout par les temps qui courent. Et vous allez le voir si on peut le Oui, présenter. parce que quand vous dites que les effets soient maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens s'orientent vers un marché du travail classique, Oui, on va vous présenter si vous voulez. On a une petite slide là-dessus. Voilà. Et on a, donc, comme je disais, 1,3 million de budget et 188 bénéficiaires du RSA sur l'année 2024 qui ont été mis à disposition, dont 59% de femmes. Et ça, c'est quelque chose aussi en termes de pilotage sur lequel on est assez vigilant, parce que les autres dispositifs d'insertion sont plutôt à dominante masculine, presque que par les métiers support. Et on a vraiment souhaité, par cette action-là et par les débouchés qu'elle peut fournir, un peu être contrebalancer la balance naturelle. Je vous laisse peut-être développer le reste. Oui, alors donc sur 2024, cela comptabilise 57 329 heures de travail rémunéré, donc 26% de sorties immédiates vers l'emploi durable, donc des emplois CDI, CDD de plus de 6 mois, à l'issue du dispositif. Et pour reprendre et donner une réponse à votre question, donc évidemment, ce sont des emplois c'est de l'emploi direct. Les associations intermédiaires travaillent, que ce soit via le dispositif relais ou pas, directement avec le monde classique du travail, les entreprises, les collectivités, les associations, tout ce qui est défini également par le dispositif relais, ce qui permet aux bénéficiaires du RSA de prendre directement attache avec le milieu réel du travail. Donc évidemment, les embauches se font dans ces suites-là, pour ces 26% en tout cas. On verra que d'autres embauches, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure, se font également, et on vous énoncera les résultats. 37% d'autres sorties immédiates qui sont des sorties positives, des sorties de transition, donc des formations certifiantes qualifiantes et puis d'autres CDD. 48% d'embauches en collectivité sont réalisées suite au dispositif relais et 32% en association. Donc voilà, on a tenu ici un petit peu à vous mettre en avant les employeurs qui ont en tout cas les structures utilisatrices qui ont embauché de façon forte sur 2024. Voilà. Et puis toujours en enjeu de pilotage, depuis le début de cette année, on vise aussi à expérimenter avec certaines entreprises qui nous ont fait part de besoins de recrutement assez importants et qui maillent la Moselle et qui ont des missions aussi. Je fais un peu le lien avec la question sur les EHPAD, qui ont des missions à proposer qui peuvent être aussi en lien avec la typologie de nos bénéficiaires. Je pense par exemple à La Halle, grand groupe de vêtements national, qui débute une expérimentation avec nous pour du personnel de vente dans le prêt-à-porter, qui, alors c'est assez méconnu, mais a du mal à trouver des profils, et qui a vu dans notre dispositif, là on a une première expérimentation qui se passe très bien d'ailleurs, qui va faire des petits, puisqu'il y a 6 magasins en Moselle, et on souhaite diversifier les supports d'activité, mais toujours sous le prisme de l'opportunité d'emploi. Et d'ailleurs, il y a une opportunité d'embauche en CDI concernant la personne citée. Et d'ailleurs, je vous donne la parole, mais comme ça, on aura tout balayé. Mais il nous a semblé important aussi, nous, au niveau du département, de ne pas évaluer que les effets immédiats, mais les effets aussi de moyen terme. Après la sortie, quelques mois après la sortie, que sont devenues les personnes. Alors pour ça, vous avez fait… Voilà, donc effectivement, comme on pouvait le dire précédemment, les personnes en sortie, on ne les laisse pas
sont suivis. Donc, pour celles qui n'ont pas de solution immédiate, donc un travail d'insertion et sociale et professionnelle continue. Et c'est pour ça qu'on a fait une étude, donc à la demande des services du département de la Moselle, pour pouvoir avoir une vision un peu plus globale sur l'ensemble des personnes qui sont passées sur le dispositif. Et cette étude a été réalisée sur les trois dernières années, hein, donc 2021, 2022, 2023. La prochaine va être réalisée là, très prochainement, pour avoir encore une dernière vue d'ensemble. Et donc là, 640 personnes ont été contactées. Et puis, donc c'est 435 personnes qui ont pu répondre à ces appels-là. Et du coup, je continue. Donc du coup, là, on a des résultats qui sont très très bons en termes de sortie vers l'emploi durable. Là, sur l'année 2024, on a vu qu'on était à 26% de sortie vers l'emploi durable. Là, ici, sur cette étude-là, qui concerne les 3 dernières années et l'ensemble des personnes étant passées sur le dispositif, on est à 40% de sortie vers l'emploi durable. Autant vous dire que c'est voilà, très bon, très bon. Je confirme. Voilà, pour avoir un petit peu les stats des structures d'insertion, etc. Donc, c'est sur une action de remobilisation telle que le dispositif relais. Bien, effectivement, ce sont des résultats qui sont quand même très honorables. Voilà. D'ailleurs, ça me permet de dire que à la base, à la base, le dispositif relais ne visait pas, n'avait pas la prétention de mettre autant de personnes à l'emploi durable. Il s'agissait surtout d'un dispositif de découverte de métiers de construction de projets professionnels. Et c'est assez rare de le souligner, les objectifs ont été dépassés et on a même pris l'habitude aujourd'hui à ce niveau de performance-là. Alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais on a vraiment là quelque chose, un système complet qui permet d'atteindre ces très bons résultats et qui, disons aussi les choses, sous un prisme purement gestionnaire, est un investissement avec un retour sur investissement dans le temps pour le département, puisque ces personnes qui ne bénéficient plus du RSA, d'une certaine façon, viennent compenser le montant total injecté. Ce qu'ils gagnent par leur travail, on ne le verse plus en RSA. Donc, dans les moyens que vous avez évoqués, donc au niveau financier, il y a les 1,3 million. Donc ça, c'est les subventions aux associations, c'est ça. Et vous avez évoqué le fait qu'il y avait aussi, dans votre support, hein, une personne dans le département qui était en contact également, mi-temps, c'est ça que j'ai compris? Alors la personne, elle est du côté du département. Nous, on a un service insertion et accès à l'emploi qui gère l'ensemble des dispositifs d'insertion avec il y a une chef de service et une chargée de mission de notre côté qui fait la jonction, mais comme elle le ferait avec d'autres dispositifs, avec l'UDEM et le dispositif relais. Et du côté de l'UDEM, il y a effectivement un poste. Je vous laisse. C'est un poste de chargé de mission. Et ce poste de chargé de mission, eh bien, il est pour un demi ETP financé par le département de la Moselle. Dans ces 1,3 million qui étaient annoncés précédemment, eh bien, il y a cette part-là aussi. Donc, grâce au département de la Moselle, eh bien, nous avons la chance de pouvoir avoir une chargée de mission qui est parmi nous et qui effectue chaque association intermédiaire de près et rencontre régulièrement au département de l'ensemble du dispositif et des situations individuelles et de leur évolution. Voilà. D'accord. On a vraiment fait ce choix-là aussi sur proposition de l'UDEM. Hein, ça, je tiens à le saluer. C'est pas que des demandes du département. C'était une proposition de l'UDEM pour ce coup-là, d'avoir possibilité de concentrer les discussions autour d'une personne qui monte aussi en expertise, qui connaît bien le département, qui connaît bien les associations intermédiaires et qui peut assurer une interface pertinente et efficiente surtout. Moi, justement, j'ai une question par rapport à ça. On voit bien qu'en Moselle, l'UDEM est très active, bien structurée, qu'elle a bien le lien avec les associations intermédiaires. Mais donc, si on réfléchit reproductibilité dans un autre département qui n'aurait pas forcément cette union aussi active, est-ce que on peut imaginer
Alors là, c'est peut-être à vous, Monsieur Sausset, que je m'adresse. Est-ce qu'on peut imaginer se passer de cet interlocuteur, fonctionner autrement? Je peux pas dire oui à la côté de moi. Non, je rigole. Mais Si, Non, mais si, c'était pas l'objectif, hein, de… alors, oui, non. techniquement, on pourrait, mais ça nécessiterait qu'on conventionne avec chacune des 10 associations intermédiaires de Moselle et qu'on reprenne à notre charge la coordination avec la chargée de mission, etc. Donc, techniquement, oui, c'est Bien faisable. sûr. Après, j'ai envie de dire, vraiment, c'est une qualité de travail à laquelle on aurait bien du mal à renoncer. Et deuxièmement, mais ça, je laisserai peut-être Mme Garchi compléter, mais il en tient qu'aux associations intermédiaires aussi de se fédérer. On a commencé avec 8 des associations intermédiaires sur 10, puisqu'il y en a 2 qui attendaient de voir un peu. Voilà. Et puis, finalement, les 10 ont rejoint le mouvement et je vous laisse compléter. Oui, tout à fait. Alors, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que les associations intermédiaires couvrent l'ensemble du territoire national. Donc, bien sûr que c'est réalisable, peut-être pas dans les mêmes conditions, comme le disait Monsieur Saucé, parce qu'à ce moment-là, effectivement, voilà, il faut prendre attache avec chaque association intermédiaire, conventionner, mettre en place un cheminement et un suivi de façon plus individuelle avec les associations intermédiaires, avec oui, d'autres questionnements en termes d'organisation. Hein, c'est pas, on est dans d'autres choses en termes d'organisation, mais en tout cas, oui, c'est possible de s'adresser aux associations intermédiaires sur le territoire. Et alors, du coup, est-ce qu'il existe d'autres unions départementales, en fait, organisées, structurées? Il y en a d'autres, les unions départementales, ou c'est spécifique à la Moselle? Non, il y a d'autres unions départementales. Alors, je peux pas toutes vous les citer, hein, mais en tout cas, il y a des unions régionales aussi, hein, qui sont bien actives. Hein. Par exemple, nous, je sais qu'on adhère à l'UNAI, qui est l'Union nationale des associations intermédiaires de Moselle. Il y a l'UNAI Grand Est, il y a l'Alsace qui est bien organisée aussi. Je sais les Hauts-de-France. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, il y a des unions qui existent. Alors là, il faudrait prendre attache. Et il y a des unions départementales, j'en ai déjà entendu, certaines qui sont bien actives. Il y en a quelques-unes quand même qui sont bien actives en France. Je sens qu'en Normandie, il y a aussi une union départementale qui est très active, mais je les ai pas en tête, je peux pas vous les citer. Mais voilà. Il y en a déjà qui sont actifs, pas forcément avec le même modèle que chez vous, mais il y en a, en fait, c'est ça. Ok. Oui. Éléonore, tu as d'autres questions? Oui, au niveau du portage politique, vous en avez parlé quand même pas mal, hein, en expliquant que c'était un souhait à l'origine du président. Mais de votre côté, donc département, comment ça s'est passé? Ça a été coordonné? Est-ce que le portage politique, il est toujours très présent aujourd'hui? Oui, comme vous le dites, l'ambition de départ était clairement posée par le président Patrick Weiten. Suite à ça, charge au service de faire une proposition opérationnelle. Alors, je vous avouerai que ce montage, qui est pour le coup unique, il a fallu beaucoup l'expliquer. Déjà le concevoir et puis ensuite l'expliquer au vice-président de l'époque, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un changement de l'exécutif. Et puis, le président restait le même, donc ça, c'est facile. Et puis, après, dans le renouvellement, réexpliquer le dispositif qui, de prime abord, je le concède, n'est pas forcément évident. Et une fois que les premiers résultats sont tombés et que une certaine fluidité, même sur la première année, s'est posée, il y a un capital confiance qui a augmenté. Et aujourd'hui, le portage politique est tout aussi fort. Madame la vice-présidente déléguée à l'insertion et à l'information, Madame Brigitte Schneider, est très active aussi sur ce sujet-là. Elle vient régulièrement voir les structures. Elle d'ailleurs participe très régulièrement à l'Assemblée générale, enfin tous les ans. Voilà, c'est vraiment un dialogue qui est posé. Et puis une confiance, puisque même dans cette époque budgétaire difficile, hein, pour bon nombre de collectivités et départements n'en sont pas exclus, loin de là, l'effort est maintenu pour maintenir l'enveloppe, voire légèrement l'augmenter, parce que le SMIC augmente, de façon à ce qu'il puisse perdurer. Donc oui, il y a un portage politique qui
qui est très fort à partir du moment où le dispositif a été compris. Oui, oui. C'est bien que vous ayez maintenu le budget parce que c'est vrai que toutes les collectivités locales sont susceptibles d'avoir un gel pour l'instant venant de l'État sur les années à venir, tant que le déficit est très important. Donc, effectivement, c'est bien de pouvoir maintenir un dispositif parce qu'il a fait ses preuves maintenant. Voilà, donc nous arrivons à la fin. Est-ce qu'il y a des questions des auditeurs ou des remarques qui ont été faites dans la messagerie, Noah? Moi, j'ai une question encore. Pardon, c'est la dernière, hein. Mais vous avez, vous avez évoqué le fait que vous avez démarré par un constat qui était les difficultés de recrutement dans le secteur agricole, dans les exploitations agricoles. Donc, si j'ai bien compris, vous avez d'abord ciblé les secteurs en tension en matière de recrutement et donc les mises à disposition en fait concernaient principalement ces secteurs-là. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que d'un département à l'autre, c'est pas forcément les mêmes secteurs qui peuvent être en tension. Et ce que j'ai compris aussi, vous avez dit à un moment que dans le domaine des exploitations agricoles, ça n'avait pas vraiment fonctionné, enfin, vous n'aviez pas vraiment résolu les Ah, difficultés. je n'ai pas dit ça comme ça. Je me permettrai alors, concernant les exploitations agricoles, effectivement, avant le dispositif relais, le président avait demandé déjà à l'époque qu'on conçoive un dispositif qui permette d'aider les exploitations agricoles en y positionnant des bénéficiaires, bien évidemment contre travail rémunéré. Et il y a un premier dispositif qui n'a rien à voir avec relais, qui avait ses limites techniques. Mais purement technique et qu'on n'a pas, qui était impossible de dépasser. Et je vous avouerai que moi, j'ai pris mes fonctions en 2018 et le dispositif était déjà lancé. Bon, je me suis dit, on va arrêter ça, on va concevoir autre chose. Mais au moins, on a tenté. C'est sur cette base-là que on a construit après Relais pour effacer, gommer les effets négatifs de l'ancien dispositif. Le secteur agricole est dans une tension relative, mais je dirais, comme l'expose d'ailleurs le président, que c'est un secteur qui est parfois invisible. Et d'ailleurs, je le prends même à notre compte collectif. Nous avons été poussés par cette commande politique à aller voir des exploitations agricoles auxquelles, je vous avouerai, je connaissais peu, et d'autres associations intermédiaires encore moins. Donc, on a appris aussi à découvrir ce secteur d'activité-là, les gisements d'emploi qui s'y trouvent, les particularités, les besoins de formation derrière. Aujourd'hui, moi, j'ai appris, par exemple, que vous allez passer la certification tractoriste, vous trouvez un CDI dans l'instant en Moselle. Ça, c'est vraiment des secteurs qui sont encore demandeurs. Donc voilà, ça s'est fait vraiment par déjà l'ambition politique qui était de toucher le secteur agricole, qui nous a permis de structurer le dispositif, de le faire grossir. Aujourd'hui, il y a eu pas mal d'embauches dans le secteur agricole aussi. Et comme ça nous a permis de diversifier sur les supports d'activité. Je dirais plutôt que ça a le mérite d'avoir été l'élément originel, le secteur agricole. Ok, c'est plutôt, il me semble qu'il y a pas mal d'emplois saisonniers dans le secteur agricole. C'est le cas là, un peu aussi dans votre département. Oui, mais les besoins en main-d'œuvre sont quand même, je parle sur votre contrôle, Estelle, mais les besoins en main-d'œuvre sont quand même assez continus. Et les exploitants, d'ailleurs, s'organisent pour. On a un secteur de la viticulture qui est assez développé. D'ailleurs, je vous encourage à goûter les côtes de Moselle, c'est excellent. Et ces besoins en main-d'œuvre-là ne sont pas comme dans d'autres régions viticoles. Il n'y a pas de grosse tension. Ce n'est pas comme en Alsace ou en Champagne où on fait venir beaucoup de personnel. En Moselle, le gisement de main-d'œuvre est assez suffisant. Et d'ailleurs, c'est beaucoup du bouche à oreille qui fait que. Pareil sur tout ce qui est récolte, cueillette de fruits, globalement, il n'y a pas de grosses difficultés. Par contre, les plus grosses difficultés sont sur du personnel plutôt permanent qui nécessite une petite montée en compétences où là, les exploitants ont du mal à trouver, ne serait-ce que par une forme d'isolement géographique, une forme d'isolement aussi relationnel, il faut connaître les choses. Et puis, je reviendrai sur le premier point, cette confiance de part et d'autre. On a beaucoup de bénéficiaires qui ne se voyaient pas aller travailler en milieu agricole et qui finalement ont beaucoup aimé.
Et à l'inverse, des exploitants qui, qu'est-ce qu'ils vont me proposer, ça va être bizarre, et puis qui finalement ont créé de très très belles histoires, voire des liens d'amitié avec certains de nos bénéficiaires. Ça me fait penser à une question. Il y a beaucoup de jeunes qui recherchent des emplois et qui n'en trouvent pas. Et parfois, leur difficulté, c'est le transport. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en milieu rural, ils n'ont pas le permis de conduire, des choses comme ça. Est-ce que vous avez rencontré ce problème de la mobilité, en fait, pour notamment la catégorie des jeunes, qui est souvent en difficulté avec des gens qui sortent du système scolaire, qui font des boulot, et puis bon, après, ils peuvent être au RSA, mais ils ont un peu de mal à bouger, en fait. Vous voulez, moi, Bon, allez-y. Ah bah, évidemment que la mobilité, fait partie des problématiques majeures en termes d'insertion. Alors là aussi, grâce à la listorium qu'on évoque, que M. Saucé vous a évoqué tout à l'heure, pour le dispositif relais, en tout cas, c'est une solution parce que ça veut dire qu'on a la liste des bénéficiaires du RSA sur tous les territoires. Ça nous permet déjà de les mobiliser. Maintenant, évidemment qu'il faut réfléchir, il faut beaucoup réfléchir, il faut travailler sur la mobilité, il y a des ateliers qui existent, il y a des solutions en termes de mobilité douce. Nous, on a à disposition, par exemple, les AI des vélos électriques pour que les salariés puissent aller travailler. C'est une chose. Les jeunes, bon là, on est dans une autre catégorie de public, donc là, les territoires travaillent beaucoup avec les missions locales aussi pour cela, et donc la mission locale nous aide aussi à mobiliser les jeunes sur les territoires ruraux. Voilà, il faut vraiment aller les chercher parce que eux, on va moins les voir apparaître en ville parce qu'il faut se déplacer, etc. Donc là, c'est plus à nous d'aller les chercher sur les territoires, sur ces zones blanches, sur ces territoires ruraux. Voilà. Et pour relais, on utilise beaucoup la listorium qui nous permet de révéler les bénéficiaires sur ces zones-là qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et donc pour cela, ce qui est vraiment important, c'est vraiment le travail de partenariat. Le travailler ensemble sur un territoire avec les partenaires sociaux, professionnels, France Travail, les maisons de l'emploi, les services du département. Voilà, cette coordination partenariale, elle est primordiale. Et l'État, dans tout ça L'État, de toute façon, l'État nous conventionne, nous les associations intermédiaires, nous conventionne. L'État, eh bien effectivement suit les résultats, suit les insertions, et puis voilà, il y a des réunions qui peuvent être organisées aussi par les services de l'État pour nous rapprocher, par exemple, de certains employeurs, pour nous rapprocher du secteur marchand et des entreprises, parce que c'est quand même là où on a le plus d'embauches, et ça a été effectivement aussi une ligne directrice des services de l'État qui porte une attention particulière à cela. Donc si vous combinez les services de l'État qui nous conventionnent, qui suivent nos résultats, qui nous soutiennent et qui nous font aller vers des employeurs, combinés aux services du département et aux partenaires sociaux et professionnels, et bien effectivement tout ça... C'est une approche très globale. Ah oui, oui, c'est essentiel. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui est purement départemental. Néanmoins, dans les relations excellentes d'ailleurs qu'on entretient avec l'État en Moselle, particulièrement la dette, ce que je salue au passage, on a des échanges très réguliers qui participent à l'amélioration globale. Tout en maintenant ce dispositif purement départemental, effectivement, les questions se posent et dans la construction de parcours et dans le développement de dispositifs, on réfléchit notamment dans les mises en place des différents comités territoriaux, comités locaux pour l'emploi, CLPE. Voilà, c'est aussi un dispositif qui est de plus en plus mis en avant et qui peut servir de vraie porte ou d'entrée ou de continuité de parcours pour beaucoup de bénéficiaires. D'accord. Et si vous deviez donner 2 conseils à un département qui voudrait se lancer ou avec le recul à faire différemment, qu'est-ce que vous diriez? À faire différemment? Oh, je ne sais pas. Dans tous les cas, je dirais qu'il faut pas avoir peur de ce qui peut sembler a priori complexe, parce que l'insertion, les questions d'emploi, si c'était simple à résoudre, ça se saurait. Donc, il faut un peu d'ingénierie, de créativité, j'ai envie de dire ça. Et puis, osons se parler, mettre tout autour de la table, parce qu'on a tous des intérêts
chacun de notre côté, mais sur cette affaire-là, pour le coup, les intérêts convergent et je pense que c'est vraiment la force du dispositif. On a tous à y gagner. Ok. Faire différemment, non, je sais pas, ça va bien. Non, Oui, bah, l'essentiel, c'est effectivement cette mise en commun et cette concertation qui permet justement de s'améliorer de façon continue, en fait. Hein, donc, Alors, comme on a enregistré donc, cette conférence, hein, et qu'elle va être diffusée donc, pour ceux qui voudraient la voir à d'autres horaires, hein, et ça, c'est souvent le cas avec les webinaires donc, que l'on fait avec Territoria. Donc, peut-être que vous aurez des demandes d'échange de départements ou d'autres structures, hein, parce que c'est l'objectif aussi de ces webinaires, c'est de mettre en relation donc, les collectivités entre elles dès lors qu'elles ont un problème à résoudre et que plutôt que d'inventer la poudre hein, et de repartir de zéro, de s'inspirer d'autres expériences en fait. Hein. Et ça marche bien. D'ailleurs, les collectivités locales fonctionnent en réseau, hein, c'est bien connu. Ça, c'est pas une difficulté. Mais après, là, effectivement, la recherche de solutions déjà avec des bons résultats, puisqu'elle a été évaluée, votre solution, ça fait gagner un temps fou. Hein. Donc, voilà. C'est avec plaisir qu'on leur partagera notre expérience. absolument. Voilà. Bon. merci Léonore, beaucoup. Oui, pour le mot de la fin, bah, je pense que Territoria peut être très fier d'avoir primé cette action de remobilisation vers l'emploi relais. Bravo, bravo à tous les deux. Vraiment, on le savait déjà, mais en revoyant, en rentrant davantage dans le dispositif, je dois dire que on est encore plus fiers au nom de Territoria que Territoria ait donné ce prix spécial de la fraternité. Et puis un dernier mot pour vous dire que les candidatures pour 2025 sont ouvertes jusqu'au 5 juillet. Donc vous pouvez tous déposer vos actions innovantes. Toutes les collectivités peuvent candidater et surtout les domaines de l'action publique locale. Très bon après-midi à tous. voilà, merci beaucoup, merci à tous et bravo Merci pour cette beaucoup. innovation. Merci également. Merci à vous. Au Merci. revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.